Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes à l'intersectionnalité de 3 thématiques. Nous allons parler de métissage culturel, de leadership culturel et nous allons parler même d'identité à tout point de vue. Merci d'être fidèle à notre programme depuis 2008. Ensemble, nous recevons nos invités. Tania Gombert, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes la présidente de Cap Métissage. C'est bien Merci ça. pour votre présence. Vous allez nous parler de ce sujet que vous incarnez quelque part et qui vous hante, si je dis cela, ai-je dépassé votre pensée? Qui me hante, non, mais qui m'habite. Qui vous habite. Qui m'habite. Bien, les précisions ont toujours leur place. Et nous sommes aussi avec Nadine Mateki. Bonjour Nadine. Bonjour. Vous êtes sculptrice capillaire. Et on aura l'occasion en images de voir ce que vous faites, mais on entendra surtout qu'est-ce qui vous a conduit dans ce créneau-là. Et enfin, roulement de tambour, Marianne Fonengombe. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président du think tank ACC. Vous nous direz c'est quoi ACC et on entend quelque part que vous êtes un acteur politique engagé. Alors ACC, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle de réflexion créé il y a 6 ans maintenant, qui veut dire, c'est l'acronyme d'Atelier citoyen du Congo. Et nous avons donc nous sommes assignés comme mission de défendre le soft power africain, et en commençant par le bassin du Congo, cette région de 6 pays, parce que nous estimons que la culture est vraiment plus qu'un faire-valoir, peut être créatrice de richesse, et surtout, en termes d'influence pour nos pays, la culture est très très importante. Et souvent, c'est un peu la dernière roue du carrosse, et on ne s'en rend pas toujours compte. Nous l'allons savoir tout à l'heure. Je ne manque pas de dire, Tania, que vous êtes aussi la dirigeante du cabinet Affervescente, cabinet conseil en stratégie digitale. Vous trouverez certainement comment articuler vos cordes respectives les uns avec les autres. Mais venons-en au cœur du sujet. Le métissage, pour beaucoup, c'est 2 couleurs, un peu de ceci, un peu de cela, et une couleur intermédiaire, tout du moins c'est ainsi qu'il est perçu. Ou encore, c'est un métissage culturel qui ne se voit pas sur le physique, mais qui s'entend ou se ressent dans la manière de chacun d'appréhender le monde autour de nous. Maintenant, je voudrais que vous puissiez nous parler de Cap Métissage. Pourquoi et comment? Pourquoi Cap Métissage? Alors, Cap Métissage, c'est, j'allais dire, mon projet personnel. C'est mon projet personnel. Alors, pour la petite histoire, un jour, j'ai ma fille, 4 ans. Elle rentre à la maison, elle me dit « Maman, je suis antillaise ». Alors, je réponds pas. Elle sait que je suis née à Madagascar, que son père est né dans le nord de la France. Ok. Je dis, mais pourquoi tu es antillaise? Bah parce que j'ai la même couleur de peau que ma copine qui est antillaise. Sa copine est métisse martiniquaise. Son père est blanc et sa mère est martiniquaise. Donc elle est métisse. Toutes les deux, elles avaient la même couleur. Et j'ai appris à 4 ans qu'à l'école maternelle, ils se rangeaient par communauté. Et donc, elle s'était trouvée la communauté antillaise pour toutes les deux parce qu'elles avaient cette couleur-là. Donc, je suis partie avec les filles, ses copines, 4 ans, j'avais un bon public pour leur expliquer ce qu'était le métissage. Donc, voilà, ça a commencé comme ça, l'histoire de Cap Métissage. C'est les petites qui ont trouvé le nom de Cap Métissage, qui est notre communauté, en fait, une communauté plurielle, positive, pour dire, les filles, vous êtes citoyennes du monde. Et donc l'histoire de Cap Métissage est partie comme ça. Ensuite, comme j'ai d'autres rôles, notamment de dirigeante dans les assurances, de conseil digital, donc quand j'ai commencé à créer un petit blog sur le métissage et Cap Métissage, j'ai été contactée. On m'a dit, mais pourquoi tu n'en fais pas une association? J'ai créé une association et depuis, en fait, on a des groupes de parole. Alors, avec des personnes sur l'identité métisse, des métisses qui expliquent un petit peu quelles sont leurs difficultés. Je suis moi-même très métissée. Donc, franco-malgache, mais avec un père qui est lui-même métissé, franco-breton et autres, et malgache. Et une mère métisse indienne, arabe et ce genre de choses. Je suis moi-même métissée et c'est vrai que dans cette identité-là, souvent, enfin moi je l'ai perçue petite, on n'est ni l'un ni l'autre. Mais tout cela à la fois, c'est peut-être une richesse. C'est une richesse. Ah, moi, j'en fais une richesse avec Cap Métissage. Voilà qui est dit. Je voudrais un cadeau pour vous, Marianne Fonengombe. Le métissage, ça vous parle. Alors cela ne se voit pas quand on vous regarde. Et pourtant... Et pourtant, oui. Alors, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, j'aime le dire, donc j'ai plus vécu en France qu'au Congo. Donc déjà, moi, culturellement, il y a un métissage qui s'est fait. Et j'ai des enfants métis,
ma femme est blanche, mes enfants sont métis. Donc je vis par procuration comment ils s'approprient les deux cultures. Et c'est très intéressant. Parce que souvent, il n'y a pas une assignation à résidence, mais c'est les autres qui renvoient parfois les enfants à une certaine place. Ma fille, je me souviens, elle est dans une classe qui s'appelait Rosa Parks, il faut le faire. Dans son école, donc, chaque classe a un nom. Et quand ils ont abordé le sujet du racisme, en parlant des Noirs, donc la prof a désigné ma fille. Donc c'est un peu... Voilà, elle m'en a parlé après. Désigné pour dire quoi? Que être noire comme Amélia, si elle ne veut pas que je la cite, elle va se fâcher. On a pas dit son nom de famille. Exactement. Et donc il y a vraiment ce travail à faire où il faut être décomplexé sur le fait qu'il faut trouver, être en paix avec toutes ses origines. C'est une richesse réelle. Il y a un héritage de traumas, de différentes choses, mais il faut composer avec ça, exactement. Et c'est l'objet de la masterclass. Souvent, on parle de trauma dans tout ce qui est filiation, transmission, mais on ne parle pas assez d'atouts. De la richesse. De la richesse. Alors, on y viendra tout à l'heure, si vous le voulez bien. Mais pour en revenir quand même au schéma que vous avez décrit, quand la maîtresse d'école dit à votre fille être noire, elle présente donc peut-être, est-ce que comprenez-vous en tant que parent, votre fille le comprend-elle, le lui avez-vous expliqué, que dans le regard de cette personne à la peau non noire, pour elle, c'est ce que c'est que la peau noire, sans nuancer, métissée, pas métissée? En fait, à la décharge de la maîtresse, tout de même. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je remarque qu'on a beaucoup de mal avec la complexité des idées, de concepts. On va vraiment au plus simple. Barack Obama est noir. Pour tout le monde, Barack Obama est noir. Ça dépend. Pas. Ça dépend. Ça dépend. Bon. Et du coup, oui, effectivement, je veux dire, pour ceux qui s'en revendiquent, parce que ceux qui le voient noir sont ceux soit qui ne voient que son teint foncé et ne voient pas son métissage, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, ce serait affreusement banal, tout le monde le sait, et d'autres veulent y voir autre chose qu'un noir. Donc il y a un travail à faire sur soi, mais à faire très tôt. Du coup, c'est bien que des enfants de 4 ans déjà se posent ces questions-là, parce qu'elles sont là. Il y a des enfants qui ne l'expriment pas, mais elles finissent par ressurgir même tardivement. Donc il faut vraiment en parler. Amis téléspectateurs, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes gris ou d'autres couleurs, à rayures, à petits pois, bleus comme des schtroumpfs, vous avez votre pleine place sur cette planète. Et bien évidemment, dans cette émission, nous parlons donc là de la question identitaire. Et je voudrais vous laisser la parole, Nadine Mateki. Je rappelle que vous êtes sculptrice capillaire. Vous disiez en amont de cette émission, parce qu'il est des personnes qui n'acceptent pas ceci, cela. Mais avant que d'aller dans ce qui est votre domaine, comment voulez-vous rebondir sur ce qui vient d'être dit, je vous prie? Comment puis-je rebondir? En fait, moi aussi, j'ai une petite fille de 11 ans qui est métisse. Et elle aussi, elle se retrouve souvent à être confrontée par rapport à ses cheveux. On lui fait souvent la critique. Parfois, elle a tendance à me dire « Maman, je ne veux pas lâcher mes cheveux parce que je risque de déranger tout le monde dans la classe. J'ai trop de cheveux. Est-ce que tu as cette possibilité de pouvoir m'enlever le volume ?» Et je lui ai dit, non, mais on ne peut pas enlever le volume, tu l'as déjà. C'est un cheveu que tu as, tu dois t'accepter tel que tu es. On ne peut pas faire autrement. Donc, ce sont aussi les gens qui sont autour de toi de t'accepter tel que tu es. Donc, cette histoire-là d'appropriation, d'acceptation de soi-même, ça doit déjà commencer aussi par les parents. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est faire accepter à son enfant qu'il est comme il est et qu'on ne peut pas changer les choses. Qu'on peut changer parce qu'on veut changer et non pas parce qu'on veut plaire aux autres. Est-ce que c'est ce que vous vouliez nous dire? C'est ce que je voudrais dire, oui. Alors, madame, monsieur, alors, vous, en tant que parent, n'aviez-vous pas expliqué à vos enfants, si je peux me permettre, avant que toutes ces circonstances surviennent, ce qu'il en était de leur métissage, justement? Étrangement, non. Enfin, moi, je ne me suis pas posé la question parce que c'était tellement normal. C'était tellement normal. On vit à la maison. Ma mère, elle parle malgache. J'ai ma belle-mère, elle parle français, ok, mais elles fonctionnent pas de la même manière. Quand maman arrive à la maison, c'est j'arrive, je viens chez toi. T'es où? Derrière la porte. Quand ma belle-mère vient à la maison, c'est on prend rendez-vous 3 mois à l'avance. Donc toute cette différence culturelle, on l'a, mais on ne se rend pas compte que quand nos enfants sont dehors, sont à l'extérieur, ils sont confrontés à cette propre différence. Moi, je vois sur mon expérience personnelle, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans.
je suis arrivée, je venais de Madagascar, j'avais très 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 froid, bon, ça c'est un détail. Je venais de Madagascar, je suis arrivée en Meuse, et là j'ai découvert que j'étais noire. Je ne savais pas que j'étais noire. Je suis arrivée en Meuse et là, j'ai compris que j'étais noire parce que je n'étais pas de la même couleur que mes autres petits amis à l'école. En plus, c'était les années 80 avec tout un tas de racisme, il y a bon banania, tout ça. Donc voilà. Et il y a longtemps que le banania, il est bon. Non, mais bon, c'était des choses assez sympas. Oui. Et vers mes 10-11 ans, j'ai refréquenté la communauté malgache. Et là, en fait, j'habitais en Sarthe, donc j'étais sartoise, parce que je ne parlais plus malgache à l'époque. Enfin, maintenant, ça va mieux. Je suis bilingue passive, mais voilà. Bilingue dormante. Dormante, ouais, c'est en moi. C'est en moi, c'est bon, j'ai appris les 2 langues. Mais là, en fait, je faisais plus partie de la communauté malgache. J'étais trop blanche. Et ce qu'on me disait, en fait, en plus, j'adorais ça, j'étais Bunti. J'étais Bunti, donc noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur, parce que j'avais intégré en fait un certain nombre de codes. Et c'est souvent dans le regard de l'autre. Et là, ce que je répète aux personnes que je peux accompagner ou à mes filles, ta singularité, c'est ta force. C'est vraiment ça, c'est ta singularité, c'est ta force. C'est vraiment, à force de le répéter, de se le répéter dans le miroir, je suis sûre que ça va rentrer. Quand on parle donc de leadership culturel, c'est le projet que vous portez. Il y a bientôt une masterclass, il y en a eu d'autres. Comment arrivez-vous sur cet aspect-là? Est-ce que c'est une action, est-ce que c'est un combat contre, ou est-ce que c'est tout simplement de la valorisation? Alors, je parlais au début de ma démarche dans le cercle de réflexion en parlant de soft power. C'est une réflexion en entonnoir. Donc je disais que c'était important que les pays comprennent que leur culture... Pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Soft power, pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. C'est la puissance douce, littéralement. Donc la capacité à séduire sans avoir recours à l'armement ou à l'économie. Vraiment, c'est de la diplomatie non officielle. Comprenez-vous aussi, tant que nous y sommes, puisqu'on parle de métissage culturel, que tous Mmh. ces anglicismes qui s'invitent dans une langue donnée, laissant sur le bord de la route des locuteurs pourtant de cette autre... N'y a-t-il pas moyen, finalement, alors je ne voudrais pas me faire la défendresse de la langue française, et pourtant... Je vais aller plus loin, parce que moi, l'événement, je le fais au Congo. La langue nationale au Congo, il y a 2 langues nationales, il y a le Lingala et le Kikongo. Les Congolais m'ont dit, mais pourquoi pas en Lingala? J'ai dit... c'est un parti pris, c'est un choix. J'ai dit, le Congo s'inscrit dans le monde, dans le concert des nations. Le soft power est un concept qui a été créé par Joseph Nye, américain, reconnaissant la paternité, mais ça n'empêche que derrière, on décline toute notre vision du monde à travers ce soft power-là. Et juste pour finir sur cette transition-là, quand je parle de culture, je parle de créativité, mais je parle surtout de us et coutumes. Et donc j'en arrive à ma démarche sur le leadership culturel. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui. Il faut imaginer un leader comme un arbre. Un arbre qui s'élève, un grand leader, un baobab qui s'élève. Baobab, c'est important, je ne dis pas chêne, parce que je viens du Congo, ce sont mes racines. Et puis chêne, ça sent un peu le sapin. C'est vrai, pas fou. Mais l'arbre ne tient que si les racines sont vraiment installées. Donc j'invite chacun à aller vers ses racines. Et je prends pour exemple souvent, quand on parle de leadership, on parle de prise de parole en public. C'est important. Un leader doit tenir son verbe. Et souvent, donc on fait référence à Cicéron, ou Démosthène, mais Cicéron qui est la référence en termes de prise de parole en public, qui parle de comment on se tient, l'élocution, qui parle de technique. Et je dis, quand on parle de leadership culturel, on donne du sens. Et on parle de Cicéron, on oublie que chez nous, à Cicéron, il faut juxtaposer Sissoko. J'aime la formule parce que c'est une famille de griots. Et les griots sont des porteurs de la parole. Sauf que la parole en Afrique, ce n'est pas que de la technique, c'est de la transmission. C'est un souffle qui se transmet. Donc je dis à ceux qui sont bantous, mandingues, que même les techniques de prise de parole, dans notre culture, il y a ce qu'il faut. Ce n'est pas d'opposer Cicéron à Sissoko, mais juxtaposer Sissoko à Cicéron, parce que ça donne du sens. Parce qu'au final, ma démarche, c'est quoi? Donnons du sens, alignons-nous sur nos valeurs propres. Je le dis pour les Congolais, mais sur la première masterclass, il y a eu un Français d'origine guyanaise et chinoise qui se sert de ces 2 cultures pour créer, il fait des kimonos, que chacun puise dans sa culture pour exprimer sa singularité
et c'est le monde entier qui est gagnant. N'avez-vous pas le sentiment que parce que vous êtes de ce métissage culturel, vous-même issu de ce métissage culturel, que vous appréhendez la réalité ainsi? J'entends, amis téléspectateurs, je vous vois assis sous le baobab en train de nous regarder, vous êtes en train de vous dire, mais le monsieur-là, de quoi il parle? Puisque nous, ici, la tradition orale africaine, de toute façon, on parle et on ne se pose pas comme 150 000 de questions. Cicéron ne le cherche pas, Sissoko, il est mandingue ce qu'il veut. Et nous, là, en zone bantou ou ailleurs, on parle, on transmet et on porte bien ces choses et on n'est pas tout à fait décalé. Vous voyez ce que je voudrais en venir? Absolument. Donc c'est la question de la cible. C'est pour ça que cette masterclass, c'est plus ciblé sur les Africains hors du continent. Ah! Et c'est vraiment cette démarche-là, parce que quand je parle du mbongi, qui est l'arbre à palabres, enfin, c'est tellement le quotidien. Je veux dire que même les peuples autochtones, c'est un autre sujet, mais on parle de culture, on n'a rien à leur apprendre dans leur rapport au monde. Tout est presque fait, tout est tellement intact dans leur rapport à l'autre et au monde que ces masterclass-là s'adressent surtout à ceux qui sont déracinés, entre guillemets, ou en quête de sens. Ce que je retiens de nos amis sur le plateau, c'est que le métissage culturel, en tout cas, nous donne de devoir réapprendre à faire ce que pourtant nous faisions tous spontanément, n'eût été ce brassage de culture qui pourtant n'est pas quelque chose de mauvais. Nous revenons à la question de l'identité capillaire et je voudrais saisir l'occasion pour ne pas manquer de dire, on va voir quelques photos de vos culture capillaire, de faire état de ce que vous avez donc apporté votre patte, votre maestria dans le film Le Grand Déplacement, vecteur de toute autre chose, je ne voudrais pas revenir dessus non plus. Et donc, vous parliez d'identité. Pourquoi pensez-vous que, parce que vous l'avez dit hors antenne, que les personnes à la peau noire, non, c'est pas comme ça que vous me l'avez dit, que les afro-descendantes, je vous rends la parole, allez-y. Donc, je l'ai dit hors antenne que l'afro-descendant, et vous m'avez rectifié dans ce sens-là en me disant que l'afro-descendant, c'est plutôt négatif. Ce terme est plutôt négatif. On pourrait dire... Si vous m'interpellez, je suis obligée de répondre. Je pensais juste modestement que descendant, c'est un tout petit peu... Je suis tout à fait d'accord avec vous dans ce sens-là. Je suis peut-être un peu terre à terre. Non, je suis complètement d'accord. C'est comme... Moi, je suis aussi dans ce concept-là, surtout quand on parle du cheveu et qu'on dise le cheveu crépus, je ne suis pas d'accord avec ce mot-là. N'est-il pas crépus? Il n'est pas crépus, c'est un cheveu afro. Parce que quand on parle de cheveux crépus, on parle, vous voyez la signification du mot crépus, c'est un cheveu qui est pas beau, qui est entremêlé entre eux. N'est-il pas entremêlé ce cheveu-là? Non, pas du tout. Nos cheveux ne sont pas entremêlés. Nos cheveux ce sont des cheveux qui sont frisés naturellement. Il y a différentes frisures. Aujourd'hui, on a catégorisé les différents types comment dire, les différents types de frisures. On a le C4, le A5 et tout le reste. Bon, en plus, il faut savoir l'alphabet. Ça il devient faut complexe. savoir, voilà. Ce que je sais, c'est que moi, quand je mets le peigne dans mes cheveux, je découvre qu'ils sont quand même entremêlés. Vous me direz ce que vous voulez. Il y a différentes étapes à procéder. Il faut procéder par différentes étapes pour pouvoir démêler son cheveu. Déjà, le mouiller. Donc, s'il faut le démêler, donc il est emmêlé. Je vous embête à dessein. Tout ça pour dire que peut-être ce n'est qu'une question. N'avez-vous pas, par ailleurs, avec le bien fondé de vos actions, de vos combats, de vos engagements respectifs, que quelque part, involontairement, on tombe un peu dans ce qui pourrait être de la caricature? Parce que personne ne choisit d'être blanc, noir, métissé. Chacun arrive sur cette terre avec ce qu'il a reçu. Et puis le vivre sereinement, quand bien même en face, il y a des personnes mal informées ou mal positionnées qui voudraient en faire autre chose. Qu'en pensez-vous? Alors, moi j'ai longtemps étudié cette question. Au hasard de la loterie, j'ai estimé que j'ai pas super bien gagné au hasard de la loterie de ma naissance. Je suis née noire, je suis née pauvre et je suis née femme. Et c'est tout ce qui fait, en fait, c'est des critères de discrimination et qui sont reconnus dans les critères de discrimination. Et mais où je ne sais plus comment s'appelle ce truc. Il y a 21 critères de discrimination. Dedans, il y a la couleur de peau, il y a la religion, il y a le sexe, il y a le handicap, il y a l'orientation sexuelle. Je ne vais pas citer les 21, de toute façon, je ne sais pas. Mais Tania. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est des questions que je me suis posées, et notamment, c'est dans le livre, c'est toutes ces questions de la valeur entre les personnes.
Juste une question, si vous le permettez. Qui fait ce tableau? Là où ce tableau est fait et opérationnel, c'est où? Sachant que quand on est sous son cocotier et qu'on n'a même pas connaissance de tout cela, on n'est pas nécessairement en train de se dire « je suis mal tombé » tel que vous l'avez décrit. Là, c'est en droit français. C'est en droit français quand on est dans les entreprises et quand donc on est dans l'employé. Non, quand on est employé je le dis à dessein. Non, c'est quand on est employé dans une société. Selon en fait son nom de famille, selon qu'on soit femme ou homme, selon sa couleur de peau, selon sa religion, il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit normalement de discriminer une femme parce qu'elle a des enfants. On n'a pas le droit de discriminer une personne par rapport à sa religion. Et tout ça, en fait, on peut avoir une amende, on peut avoir ceci, cela. Et ça a été vraiment listé comme critère de discrimination. Or, aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à prouver, il existe des discriminations, là, effectivement, je reviens en France, selon qu'on soit comme ci ou comme ça. Mais la question que je radote peut-être, vous me pardonnerez, est-ce que le fait d'appréhender le monde, c'est un peu de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que si la France était le nombril du monde, en effet, on ne pourrait que prendre en compte toutes ces classifications dont vous faites état, qui donc ont été faites à dessein certainement, mais peut-être cela n'est-il pas fonction de l'endroit où on se trouve, et encore, où que l'on puisse se trouver, n'a-t-on pas la latitude de faire abstraction de ces choses, si seulement on en a connaissance? Alors je vais reprendre, et c'est une formulation parce que je suis très engagée aussi sur les droits des femmes. Il y a très peu de pays, très peu d'endroits où c'est la femme qui a le pouvoir. Alors oui, il existe quelques systèmes matriarcaux, mais depuis la nuit des temps, les femmes sont souvent sous emprise. Et là, aujourd'hui, je reprends parce qu'il y a eu un gros, ce qu'on appelle un backlash, vous adorez l'anglicisme, un retour en arrière. Une régression même. Sur le droit des femmes. 1 pays sur 4 dans le monde, aujourd'hui, source ONU, a régressé sur les droits des femmes. Et depuis l'investiture de Trump. Donc ça fait partie mondialement d'une classification où les femmes, et ce que j'étudiais, cette histoire de valence différentielle qui est la valence différentielle des sexes de Françoise Héritier, qui dit qu'en gros que toutes les choses féminines sont considérées comme ayant de moins de valeur parce que la femme a été considérée comme un petit moule pour fabriquer des enfants. Et ce petit moule pour fabriquer des enfants, faut qu'on le contrôle. Et ça, c'est aussi un poids de valeur. Ensuite, par rapport au capital social, là, on revient à l'argent. Quel que soit le pays, aujourd'hui, si je n'ai pas les moyens déjà de manger, si je n'ai pas accès à la santé, accès à l'éducation, et ça nécessite un certain coût, tout ça, si je n'ai pas accès à ça, ça va être compliqué dans la vie. Je le fais très simple, mais ça va être très compliqué dans la vie. Donc ça, c'est un critère qui est assez universel. Ensuite, concernant la couleur de peau, j'aime pas revenir sur ces histoires-là, mais n'oublions pas la traite des Noirs. Alors, la colonisation, qui a fait que derrière, tout ce qui était coloré était sans âme. Mais n'est-ce pas de trop prendre en compte la vie d'autrui pour savoir le regard qu'il porte sur un tel ou une telle autre personne? C'est une question. Lady vous écoute @gmail.com. Vos avis nous intéressent parce qu'il nous est énoncé ici un certain nombre de choses. Le vivez-vous ainsi nécessairement? C'est une véritable question. Je voudrais vous redonner la parole, Nadine Mateki, sur ce que vous avez entendu. La femme donc que vous êtes, à la peau noire. Et puis vous m'arrêtez si je dis des bêtises parce qu'avec tout ce que j'ai entendu, je ne sais plus quels sont les bons mots pour dire les choses pourtant les plus simples. Vous reconnaissez-vous dans ce schéma qu'elle a décrit? Quel est votre point de vue? Oui, je me reconnais totalement dans tout ce qu'elle a décrit, étant donné que je suis une femme noire. Il y a, par exemple, pour certains boulots, on ne me donne pas le travail, on préfère valoriser une personne à peau claire parce qu'ils estiment que la personne à peau claire a plus d'estime pour pouvoir avoir ce travail-là. Donc, affirmation gratuite. Justifiez votre réponse parce que ça dépend de quel travail il s'agit. Vous êtes sculptrice, on va regarder vos réalisations. Si Jacqueline Dupont ou Micheline Durand ne sait pas les faire, elle ne sera pas de toute façon recrutée, sauf erreur de ma part. Je le dis, c'est par rapport à certains boulots. Comme je le disais, moi je travaille dans la mode, je suis dans le cinéma, je suis dans la coiffure. Et j'ai pas envie de me mettre des gens à dos parce qu'il y a plein de choses qui se passent en fait dans ce milieu. Par exemple, quand j'arrive sur un boulot où on a un chef coiffeur qui est désigné, qui est blanc,
toi, quand tu arrives en tant que femme noire, en tant que noire carrément, on te met sur le côté en te proposant des coiffures que tu es soi-disant censé savoir réaliser, et que le chef coiffeur, lui, il doit être juste là en train de donner des ordres. Les directives. Les directives. Alors, tout ça n'est-il pas fonction de la localisation, finalement? Parce que là, cet échange, il est dit là, depuis la place parisienne, mais comprenez-vous que nos téléspectateurs qui sont sous d'autres cieux ne vivent absolument pas du tout ces situations de la même manière, n'appréhendent pas nécessairement leur identité, leur personne, avec tout ce qui est décrit ici, et que cela ne devrait donc pas, finalement, être un... comment dirais-je, un critère et un dogme même quelque part. Oui. Parce que là où on est, que... pardonnez-moi, je voudrais finir juste pour pardon. vous. Non, mais vous répondrez dessus. Là où toutes les femmes partagent en commun la même apparence, la même carnation, elles sont certainement en train de nous lâcher avec la télécommande en disant « moi, je vais aller regarder les feux de l'amour ». C'est sûr que l'épicentre du monde, est-ce que c'est vraiment le monde occidental? C'est vrai que la grille de lecture, c'est d'où est-ce qu'on regarde, c'est important. Mais je rejoins quand même... J'ai écorché ton prénom. Tania. Tania. Je n'ai pas la mémoire des prénoms. Je rejoins Tania sur le fait qu'on parle beaucoup de féminisme aujourd'hui en Afrique. Il y a une vraie résurgence des combats féministes, des ouvrages qui ressortent de Mariam Abba, on parle d'Awatiam, et on parle d'interculturalité dans les combats féministes. C'est-à-dire que la condition de la femme, qu'on soit aux États-Unis ou en Afrique, il y a quand même des combats on partage. De la même manière que quand on parle de... Même en Afrique aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais c'est à la mode d'avoir la peau claire. Donc il y a un travail à faire, je ne sais pas si c'est de la psychologie, mais il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'histoire et parler de colonisation, d'esclavage, ça a laissé des traces. Mais ça a laissé des dommages dans notre construction, dans notre psyché. Est-ce que vous avez conscience, quand vous dites cela, que d'aucuns ont la peau qu'ils ont de par leur naissance, claire ou foncée, peu importe. Ne pensez-vous pas que de normer les choses ainsi, c'est de susciter quelque chose chez ces personnes qui, elles ont encore une fois la peau qu'elles ont, et donc de les rediriger vers autre chose? Soit faire ce qu'il faut pour qu'elles soient moins claires, ou soit faire ce qu'il ne faut pas pour qu'elles soient plus claires. Ne pensez-vous pas que ce propos-là reste des dogmes qui peut-être peuvent être préjudiciables? Le piège à éviter, c'est de mettre certains discours sous le tapis. Il faut parler de ça de manière décomplexée, et on échange sur le sujet. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Et encore merci. Peut-on paisiblement avoir la peau claire et ne pas être stigmatisé? C'est la question. Ah, dans ce sens-là? Oui. En fait, c'est un travail à mener individuellement déjà. Non, parce que je parle du regard. Le regard que vous portez sur quelqu'un qui a la peau claire, ben voilà, il est né comme ça. Non, mais en fait, le regard de l'autre, c'est difficile d'avoir prise sur le regard de l'autre. Donc à chacun d'éduquer son regard, c'est tout ce qu'on peut faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait des personnes qui écrivent des ouvrages, qui servent de relais, des associations, qui éduquent le regard, notre regard à nous. Et c'est ça surtout. Après, le regard qu'on porte sur nous, on ne peut pas avoir de prise dessus. Mais si on est tolérant, si on a compris qu'il n'y a pas de classification parce qu'on est de différentes classes sociales, parce qu'on est noir avec une carnation un peu plus foncée que l'autre, une fois qu'on s'est éduqué soi-même, ben ça rejaillit sur la communauté de manière globale. C'est l'approche que j'aurais par rapport à ça. C'est un vrai combat. Nous allons vous écouter donc dans cette vidéo où vous nous présentez cette masterclass, Marianne Fodé-Gombe, sur ce rendez-vous sur le leadership culturel. Nous regardons ceci, petite respiration dans les vous écoute. Regarde ceci, à tout de suite. Questionnez votre ascendance pour trouver les clés de votre leadership. C'est le thème de la 2e édition de notre masterclass sur le leadership culturel. Il s'agira d'explorer son histoire familiale, identifier les transmissions, croiser culture et leadership. Nous serons encore sur le thème de l'enracinement, des témoignages, des experts, également des mises en situation qui permettront de parler pleinement de ce sujet qui nous tient à cœur, le leadership culturel. Le 19 juillet, inscrivez-vous, rejoignez-nous. Voilà, le message est donc passé. N'avez-vous pas le sentiment que, puisque ces contenus se retrouvent sur la toile, les réseaux sociaux, Internet, notre émission aussi sera relayée sur Internet, au bout d'un moment, les personnes qui reçoivent ces contenus ne se disent pas « ça a été fait à Paris pour des gens qui sont là-bas » et qu'on soit au pôle Nord ou au pôle Sud, on se dit « mais de quoi me parle-t-on » N'avez-vous pas, il y a tout ce qui vous vient à l'esprit? Il y a toujours ce risque-là. Mais bon, nous sommes des citoyens du monde et je remarque que des gens voyagent de plus en plus. Et même ceux qui sont en Afrique sont appelés à voyager.
Dieu sait que beaucoup veulent voyager. C'est important qu'ils aient cette vision. Il faut s'ouvrir sur le monde. Ce qui consiste à dire que je suis en Afrique, ils ont leurs problèmes, nous on est là, on est tous noirs, on a d'autres réalités. Je pense qu'il faut s'ouvrir. Ne pensez-vous pas d'ailleurs qu'ils aient d'autres réalités, vraiment? Les réalités se font écho. Parce que ce qui se décide ici a des conséquences en Afrique. On le voit, la France-Afrique, différents sujets. J'ouvre la boîte de Pandore. Non, mais vous faites bien. Je pose la question à l'acteur politique engagé que vous êtes donc. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui convient que lorsque Paris s'enrhume, un éternuement ici fasse que tout le monde prenne les mouchoirs de l'autre côté? Lorsque Paris s'enrhume, lorsque Moscou s'enrhume, lorsque Washington s'enrhume, mais il se passe quelque chose sur le continent. Et pourquoi donc? Parce qu'aujourd'hui, le continent n'a pas encore travaillé à être totalement autonome. C'est un autre sujet. Je vais prendre un exemple qui peut être très important. L'Union africaine est financée à plus de 50% par des deniers de l'Europe. Ça montre bien qu'on n'est pas souverain. Travailler à sa souveraineté économique est un pas, travailler à sa souveraineté culturelle est un pas encore plus important. Et c'est vraiment mon combat. Puisque vous êtes congolais, que pensez-vous du phénomène des sapeurs? Les sapeurs, c'est un phénomène... C'est une créativité congolaise que j'applaudis. Le débat sous-jacent, c'est de dire que les sapeurs s'habillent en tenue de confection européenne. Il n'y a pas une industrie du tissu au Congo. C'est un vrai problème. Et quand ils s'habillent, ils ne portent pas des tissus de chez nous, du raffia par exemple. Moi, je serai habillé en raffia pendant la masterclass. Je salue. Et pourquoi pas aujourd'hui? Et pourquoi pas tous les jours? Ça coûte cher. Eh ben, vous êtes un Africain en Europe, donc vous êtes riche. Après, je ne tombe pas. Faut se donner des libertés. Moi, je souris quand je vois des personnes qui sont panafricaines, qui soutiennent l'Afrique, et ainsi de suite, qui se sentent obligées de s'habiller en tenue africaine tous les jours. C'est cadeau l'important, c'est dans le mindset. Nadine. Et j'en perds le fil, dans l'état d'esprit, pardon. Je vais travailler dessus. La prochaine fois, je dirais même des mots en lingala pour aller plus loin. Non, parce que tout le monde ne comprendra pas non plus. Donc on va essayer. Vous allez essayer de faire quoi? De réconcilier 250 ethnies du Cameroun avec une seule langue du Congo, vous auriez du mal. Alors, Nadine Mateki, je voudrais quand même que vous puissiez... on va regarder encore vos sculptures capillaires. Vous avez donc travaillé sur le film Le Grand Déplacement. Pensez-vous, première question, avoir eu la possibilité de travailler à cela parce que, on veut le croire, toute l'équipe était affreuse et descendante, je vous prends au mot, ou alors parce que votre talent était tel qu'on avait vraiment besoin de vos compétences? Que pensez-vous qui ait fait qu'on ait pu faire appel à vous? Je pense qu'ils ont fait appel à moi par rapport à mes compétences, déjà, pour commencer, et puis et le fait aussi d'avoir eu... sur le tournage que des comédiens noirs. Donc cela valait de soi que je sois présente sur ce... Mais dans les photos que nous voyons à l'écran, nous ne voyons pas vos sculptures capillaires sur des cheveux autres que noirs. Donc si vous ne faites pas le panneau, restez avec nous, si vous ne faites pas le panneau de direction, comment voulez-vous que les autres sachent que vous faites de la sculpture taux de cheveux aussi? Parce que c'est important. Et c'est de votre ressort que de pouvoir diversifier la nature des cheveux sur lesquels vous travaillez afin que les personnes dont vous dites qu'elles ne voudraient pas de vos services se sentent concernées. Bah, c'est ce que je fais aussi. Hein. Donc, sur mes réseaux, vous allez pouvoir trouver toutes les photos sur lesquelles j'ai bossé avec des mannequins occidentaux. Vous ne nous les avez pas envoyés. Pourquoi? Parce que c'est la télé du Sud? Non, ben non, pas du tout. Tout le monde nous regarde. Alors, j'ai dans les mains... Pardonnez-moi, j'ai dû vous interrompre, vous n'aviez pas fini. J'ai dans les mains cet ouvrage, Le monde est injuste. Et alors? J'aime beaucoup le « et alors » parce que injuste, ça c'est sûr, je le montre. Hein. Le monde est injuste et alors, petit traité sur la valence différentielle, le racisme, le féminisme et capital culturel. Le monde, il est donc tel qu'il est, on peut le refaire chacun de sa fenêtre. Est-ce que finalement on y parvient ou est-ce qu'on ne se retrouve pas involontairement enfermé dans tout ce que l'on perçoit, que l'on reçoit? Ne peut-on pas s'affranchir et vaquer tout simplement à sa vie? Moi, je veux croire qu'on peut y arriver. Oui. Et qu'on peut y arriver ensemble. Ça, je veux le croire et j'ai cette croyance-là. Je travaille avec toutes mes casquettes pour qu'on puisse y arriver ensemble. Ensuite, il y a quand même ce constat de départ, se dire le monde, il est injuste, il est ainsi fait. On ne va pas renier, il faut reprendre, hein, on ne va pas mettre ça sous le tapis. Il y a des choses qui ont été faites. On voit aujourd'hui qui détient, quand on va parler du pouvoir, le pouvoir argent sur les grosses sociétés, sur
le public, on voit en fait un certain entre-soi, je vais l'appeler comme ça. Mais n'est-ce pas normal que ceux qui sont dans la même dynamique aient le désir et la légitimité d'être entre eux? Juste une question. Ils vont pas très loin. En fait, je vais chercher quelqu'un qui me ressemble, qui a fait la même école et qui est à côté. Et maintenant, c'est à nous, en fait, de nous regrouper, de pouvoir dire « Hé, on est là, ouvrez les portes, on est là ». Mais ne sont-ils pas, non mais vraiment à leur décharge, ne sont-ils pas légitimes pour faire de leurs finances et de je ne sais pas quoi, de leur réussite, ce qu'ils veulent et avec qui ils le veulent? N'ont-ils pas cette légitimité? La conséquence, elle est mondiale. Enfin, mais sont-ils responsables de la non-émergence ou de... Parce que bon, tous ceux qui ont réussi, l'ont-ils volé à autrui? Forcément. N'est-ce pas le fruit de leur travail? Très sincèrement. Pas forcément. Là-dessus, si on reprend sur comment s'est construit le monde d'aujourd'hui, c'est par rapport à l'exploitation de certaines personnes. Ça, c'est le monde. Mais vous prenez une telle personne qui a réussi, a-t-elle à son acte? Une telle personne qui a réussi, c'est un... Enfin, je vais prendre sur les GAFA. Je vais prendre en fait sur la partie tech à aujourd'hui qui est très prégnante dans le monde. On en parlait tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui va partout, L'intelligence artificielle aujourd'hui, si on ne la contrôle pas, l'intelligence artificielle, c'est pas sa faute, mais elle est programmée comme ça. Elle a des biais féministes. Enfin, mais elle a des biais c'est de la responsabilité de tous ceux qui s'enthousiasment justement de cette intelligence artificielle qui ne fait pas la part des choses. En fait, ce n'est pas ceux qui s'enthousiasment. Ceux qui s'enthousiasment, c'est les utilisateurs. Ceux qui créent, c'est un petit pôle. Mais avant alors, on va revenir en arrière si vous êtes d'accord. Avant qu'on en vienne à cette intelligence artificielle, je réitère ma question. Est-ce que les personnes qui, à la sueur de leur front, ont pu faire croître leur fortune sont nécessairement des personnes qui l'ont volé à autrui? N'est-ce pas le fruit de leur travail? C'est des personnes qui ont hérité. Enfin, on reprend, et dans le livre, j'en parle. Il n'y a pas que des héritiers. Par exemple, je parle beaucoup en fait de Pierre Bourdieu, la reproduction sociale. Mais Bourdieu, la reproduction sociale. Quand en fait on a, quand on a 1 million à perdre, c'est pas pareil que quand on a 1 000 € à perdre, ce n'est pas pareil quand on a 1 euro à perdre. Donc quand, je crois que c'est Trump qui a bénéficié de 1 million par son père pour qu'il puisse en fait faire ses premiers immeubles. Vous avez bien bénéficié du joli teint de vos parents J'ai bénéficié du joli teint. Il a bénéficié des jolis millions de ses parents? C'est ce joli teint qui aurait pu, qui peuvent sortir certaines de la prostitution. Est-ce que c'est ça? Et c'est vraiment, et là-dessus, et c'est ça, quand je dis le monde est injuste, c'est un fait. Il ne faut pas le nier. Il est comme ça. Il est comme ça. Mais le « et alors », ça nous invite à rentrer dans ce monde et à Et notre bouger. questionnement, c'est le « et alors », parce que le constat, oui, l'injustice sociale est une imposture. Je n'allais pas parler anglais et dire « so what ». Ça y est, c'est sorti. Et alors? Et alors, n'y a-t-il pas d'autres voies? N'y a-t-il pas des voies alternatives? N'y a-t-il pas moyen de survivre à cela? N'est-ce pas quelque part le catalyseur pour pouvoir se dire « on va rebâtir les choses autrement » pour ne pas rester sur ce statu quo, sur ce fait accompli? Le monde est intrinsèquement inégal, mais depuis la nuit des temps. Donc on n'invente rien. Mais maintenant, que faisons-nous les uns les autres? C'est ça la vraie question. C'est une approche très politique. Finalement, on parle d'une chose, c'est-à-dire que c'est systémique ce qu'elle dit. Il y a tout un système qui bénéficie aux forts et les faibles subissent. Et pour moi, c'est un engagement vraiment politique. Et je reviendrai toujours à ce sujet, j'aime bien le dire. Il faut qu'une partie du monde se réveille. C'est surtout ça. C'est ça. Eh ben voilà. Si ça n'arrive pas, il ne se passera rien. Eh ben voilà. Je suis d'accord. On parlait d'IA. Les terres rares qui sont les métaux qui servent pour l'IA viennent d'Afrique. Et la richesse, on sait bien les conflits qu'il y a aujourd'hui. En fait, le propos est simple. C'est toujours rebattu et rebattu. Mais tant que les dirigeants africains ne sont pas à la hauteur des enjeux du monde, on fera piètre figure. C'est ça la réalité. J'ai presque envie d'inverser votre phrase. Tant que vous qui êtes acteur politique engagé, vous ne vous débrouillez pas pour être un dirigeant dans un pays africain, ce sera certainement votre faute et pas nécessairement celle des autres. Chaque génération doit prendre sa part. Je suis absolument d'accord avec ça. Petite respiration dans Lady vous écoute. Vous nous avez amené une belle vidéo. On va voir quand même combien l'Afrique, elle est belle. C'est bien en Afrique, rassurez-moi. Absolument. Voilà. Congo-Brazza. Au Congo-Brazzaville, on va donc aller respirer pour se réconcilier avec l'Afrique, l'amour de l'Afrique. Regardez ceci avec nous. Le Congo, terre de créativité et d'opportunité. Les ateliers citoyens du Congo vous donnent rendez-vous Du 20 au 21 septembre à Pointe-Noire pour la 4e édition des Soft Power Days.
sous le thème Les industries culturelles et créatives au service de la croissance économique congolaise. Mode, littérature, musique. tourisme. Laissez-vous plonger dans l'univers richissime de la culture congolaise. Soft Power Days, un événement incontournable avec au programme Business game, conférences et bien plus encore. Beno Quiz Anaba ACC. Bon, alors, c'était quand? C'était l'édition l'année dernière, donc on repart cette année à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, pour la 5e édition des Soft Power Days. Littérature, on parlait de sapologie. On n'a pas pu évoquer dans les détails mon avis sur la sapologie. Nous sommes encore sur le Musique. plateau, vous pouvez le faire à des Voilà. Vous pouvez le faire. Et c'est pour l'année prochaine. C'est un engagement. L'engagement politique, il est déjà là. Comment faire que la jeunesse africaine prenne conscience de cette force culturelle que nous avons? Les industries culturelles et créatives, c'est des industries qui règlent des problèmes de genre, qui emploient beaucoup de femmes, qui règlent des problèmes de délinquance. Des postes de en lutte décision. contre l'oisiveté, exactement. Maintenant, après, il faut arriver à des postes de décision, mais nous y travaillons. Et le monde aujourd'hui n'est que stratégie. Le sujet, on l'a évoqué, mais il faut être en ordre de bataille. Quand on parle de l'Afrique, moi qui parle beaucoup de valeurs africaines, on parle d'Ubuntu. Solidarité, solidarité. Et même ça, c'est encore un prisme occidental, de rester sur l'Ubuntu. L'Afrique, il y a eu Shaka Zulu. On ne met pas assez en avant notre volonté de prédation. C'est-à-dire que les Car la royaumes... prédation a quelque chose de bénéfique, c'est ce que vous ne nous dites pas? Prédation, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il faut savoir défendre son territoire. Territoire physique, territoire culturel, défendre son imaginaire. Et il y a un travail à faire sur ça. Si on n'est que dans l'Ubuntu, de manière passive, il ne se passera rien. Et notre travail à nous, nous faisons des actions de terrain pour conscientiser sur ces choses-là. Mais en quoi pensez-vous que l'Ubuntu soit passif? Non, c'est juste l'assignation à résidence qui est dangereuse. L'Ubuntu, nous avons besoin de ça. Nous sommes une société de liens. On dit qu'on a Vous allez le devoir lien. l'expliquer l'Ubuntu à nos téléspectateurs. Ils le C'est la découvrent pour solidarité et ça se résume par je suis parce que nous sommes, et ça a été porté par Madiba, Nelson Mandela, mais l'initiateur c'est Desmond Tutu, sud-africain également. certains. Jusque-là, que des personnes avec lesquelles vous trouvez qu'elles sont légitimes sur l'Afrique, n'est-ce pas? Rassurez-nous. Absolument, des personnes très Et donc, inspirantes. en quoi est-ce que cette solidarité serait un préjudice? Ne rester que sur ça sera un piège. Mais d'où tenez-vous que d'aucuns ne resteraient que sur Parce qu'il y cela? a toute une littérature dessus, il y a des émissions sur ce sujet, l'Afrique renvoie à cette image-là. Il faut écouter Walt Soyinka, ce qu'il dit sur ça. Oui. Il dit qu'à un moment donné, un tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie. Nous sommes d'accord. Et je pense qu'il y a cette partie, ce versant-là de l'Afrique, cette image de l'Afrique. Mais pensez-vous que cela ne soit pas dit en littérature change quelque chose? Parce qu'essayer de faire du mal à quelqu'un Juste sur le ici, continent... je pensais que non, mais c'est ça qui structure la pensée, finalement. Il y a la cellule familiale des discussions. Après, littérature, rencontres littéraires, la production littéraire joue aussi sur la réappropriation de qui nous sommes. Je ne voudrais pas faire une mauvaise Ah, analogie, mais bon, littérature, je n'arrive pas à me sortir cela de la tête depuis que je suis enfant. Littérature. hein. C'est pas mal. Et en 2 mots. Je voudrais, Nadine, vous laisser la parole. Vous nous 3 mots. expliquiez quelque chose sur comment est-ce que vous trouvez que les femmes s'appréhendent elles-mêmes. Parce que c'est quand même important. Si on veut parler de développement d'un continent, si on veut parler de développement économique, toutes sortes de développement, je suis d'avis qu'il faille peut-être commencer par le développement humain. Alors, que constatez-vous? Que proposez-vous? Nous vous écoutons. Je constate en fait, à travers mes différents voyages en Afrique, même aux États-Unis, je constate que beaucoup de femmes africaines s'approprient une culture qui ne leur appartient pas. C'est Quand grave, je dis docteur? ça, non, c'est pas si grave que ça, mais il faut quand même, faut s'approprier sa propre culture. Comment Dans le faites-vous sens- pour savoir qu'elle ne se l'approprie pas par ailleurs? Ce n'est qu'une question. Hein. Comment je le sais, c'est là par rapport à, c'est quand on les voit en fait, quand on les voit, comment elles sont habillées, comment elles se maquillent, comment elles se coiffent. On sent tout de suite que ce n'est pas une culture qui les appartient, ce sont des cultures empruntées. N'avez-vous pas le sentiment, dans ce que vous venez de décrire, d'avoir le regard qu'elles ont vu d'ici, justement, vu de quelqu'un qui n'est pas du même endroit qu'elles? Parce que vous voyez une personne un jour dans la rue, habillée comme ci, coiffée comme ça, et vous faites toute une déduction qui l'enferme dans ce que vous avez vu, et pas le jour d'avant et pas les jours d'après. Non, c'est à force de constater, hein, parce que comme je le disais, je travaille dans un milieu dans la mode, Oui. et je vois exactement ce qui se passe, les tendances elles se font, elles se défont, et
c'est juste un constat. Et par exemple, quand j'arrive en Afrique, récemment j'étais en Côte d'Ivoire. Oui, vous allez vous faire des copines à l'usine. J'ai déjà plein d'ennemis, hein, donc à ce niveau-là, ça ne changera pas grand-chose. Oui. Une de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Je dis ça par rapport à quand j'ai fait une émission qui s'appelle Coiffure Kitoko, qui se déroulait d'ailleurs à Abidjan. On a fait le tournage où je faisais la direction artistique sur cette émission. Oui. J'ai imposé à ce que toutes les candidates puissent nous proposer des coiffures artistiques africaines. Et je me suis fait pas mal d'ennemis, mais ça, c'est un truc entre parenthèses. Alors, juste une précision, c'est quoi des coiffures artistiques africaines? Juste pour que tout le monde puisse suivre. Des coiffures artistiques africaines, ce sont des coiffures d'antan. Ce sont des coiffures d'antan qui ont existé à l'époque, avant la colonisation. Faut se dire qu'à l'époque, on n'était pas que des esclaves, on a eu des royaumes et les femmes, on avait des reines, des rois, et des hommes se coiffaient, avaient des longs cheveux, les guerriers avaient des tresses, avaient des coiffures avec différents ornements, les reines aussi. Donc, c'est de pouvoir se repartir. Je ne dis pas qu'il faut faire un bond en arrière. Non, mais vous êtes en train de le dire. Vous êtes en train de le dire. Ne vous en défendez pas. Je ne dis pas qu'il faut faire un bond en arrière. Caresser la nostalgie du passé. Monsieur à côté de vous, est-il coiffé comme avant, comme aujourd'hui? Quand vous voyez sa coiffure, vous trouvez qu'il est perdu? Non, il ne connaît pas ses racines. Qu'est-ce que vous dites? Il ne vous fera rien. Nous sommes sur le plateau. Il ne connaît pas ses racines, le fait qu'il soit rasé comme ça. Oui. Mais déjà, la coiffe qu'il a, c'est une coiffe qui a été adoptée suite à l'esclave, on va dire la traite négrière, quand les hommes se sont retrouvés dans les bateaux. En sortant des bateaux, ne savaient pas comment se coiffer avec les coiffes, les cheveux qui allaient dans tous les sens. Et la tendance s'est installée à ce moment-là où les hommes devaient se raser les cheveux pour pouvoir ressembler à quelqu'un. Lors de votre prochaine présence sur ce plateau, vous aurez des cheveux longs jusqu'aux genoux. Puisque vous parlez de leadership culturel, c'est bien fait pour vous. Bon, ben on va essayer, mais ça met du temps à pousser. Ça met du temps à pousser. Perruque. Bon, écoutez, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Exactement. Je voudrais, Tania, si vous êtes d'accord, qu'on regarde en image votre intervention sur le métissage. Hein. C'était à Nantes. Ah, c'est le TEDx. Le TEDx, voilà. On va le regarder pour quelque peu condenser ce que vous avez partagé. Nous regardons ceci. Le monde est injuste et il est ainsi fait. Et alors, tout n'est pas joué, tout n'est pas déterminé dès sa naissance. Naître à Madagascar, c'est naître dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Quelle était ma destinée? Est-ce que cela va m'empêcher d'arriver là où je veux aller? Vous est-il déjà arrivé d'être embarrassé par une question anodine? Il y en avait une lorsque j'étais enfant qui m'était particulièrement difficile. Combien as-tu de frères et sœurs? J'avais honte. Honte de dire j'ai 23 frères et sœurs. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était une force. Vous, un jour, qui avez entendu un « tu n'y arriveras pas » ou un autre « ça n'est pas ta place ». Cette place, tu la veux? Tu y visualises ton épanouissement? Alors, prends-la. Enfonce les portes, contredis les mauvaises langues, ose hausser la voix, ose dire qui tu es. Et c'est cette attitude combative qui vient jouer un mauvais tour au fatalisme du déterminisme. C'est la détermination. Tu as de la valeur, ne laisse personne te convaincre du contraire. Car après tout, notre point de départ ne détermine pas notre point d'arrivée. Je voudrais qu'on reste, si vous êtes d'accord, sur quand même cette note d'espoir en disant tout n'est pas figé, ce qui est arrivé, on n'a pas d'incidence sur le passé, mais on peut faire beaucoup au présent pour pouvoir rendre les choses différentes. Nous allons rappeler la date de la masterclass, le lieu et tous ceux qui peuvent, à moins que vous vouliez nous en faire une ici à titre gratuit pour nos téléspectateurs. C'est le 19 juillet. Hôtel Étoile Maillot, 143 avenue Malakoff. Voilà, c'est à partir de 14h et ça dure 3 heures. Il y a quelques intervenants qui sont invités également à intervenir. Placide Oussou, Hakim Adjibi et puis Nadine Mateki.
Et donc, qu'allez-vous nous dire, Nadine, puisque vous y êtes, vous êtes sur le plateau, qu'allez-vous nous dire si nous venons? Qu'allons-nous apprendre lors de cette masterclass où vous allez intervenir? Trop dire non plus. Juste un peu. Bah, Elle peut tout dire. Non, je vais juste... Faut donner envie, racontez pas la fin du film. Je vais parler de mon parcours, comment j'ai commencé la coiffure, d'où me viennent mes inspirations, pourquoi je signe mes coiffes en fonction de chaque pays d'Afrique, de chaque pays d'Afrique, comme nous avons 54. C'est vraiment un condensé de toute l'Afrique dans mes coiffures. On peut les retrouver dans toutes mes coiffures, que ce soit des parures, que ce soit des coiffes simples qu'on peut avoir. Et puis juste être fier de ce que la nature nous a donné. On l'a reçu de la nature, on l'assume, on l'aime, c'est ce que vous nous dites. Bien, je voudrais, Tania, vous demander un petit mot sur ONU Femmes tout de même, puisque vous êtes quand même engagée, bien plus qu'engagée. Que voulez-vous partager avec nos amis téléspectateurs en quelques mots? En quelques mots sur ONU Femmes, donc moi je suis à l'ONU Femmes France et je suis vice-présidente des partenariats. Et il s'agit de faire financer une centaine de programmes de l'ONU sur le droit des femmes et l'autonomisation des femmes, que ça passe par l'entrepreneuriat, par le digital, par le sport, par un certain nombre de programmes qui sont un peu partout dans l'ensemble, enfin, dans un certain nombre de pays d'Afrique. Mais c'est aussi aider les femmes dans des situations d'urgence. Alors il y a les zones de guerre, des zones, ça va être comme au Soudan, comme ça va être en Ukraine, ça peut être aussi à Gaza. Et là, on est sur les soins premiers au niveau des femmes. Et c'est tout ce que fait ONU Femmes. Et moi, je me charge aujourd'hui d'aller chercher des partenaires privés pour financer. Les fonds publics, aujourd'hui, pour certaines raisons mondiales, c'est un peu compliqué. Et là, on a vraiment besoin de partenaires privés sur le sujet. J'ajouterai juste un mot. Ce qu'on a vu en extrait, c'est l'extrait, c'est le teaser du TEDx que j'ai fait. Notre point de départ ne détermine pas notre point d'arrivée. C'est un TEDx de 18 minutes où là, je parle avec mon parcours où je suis née à Madagascar, effectivement, mes 23 frères et sœurs, des différentes cartes qui m'ont permis d'arriver avant mes 30 ans dans les comités de direction, dans des sociétés finance, assurance. Voilà, c'est ça. Merci pour cette précision. Vous êtes donc une mosaïque, Nadia. Tania, vous êtes une mosaïque. Vous l'êtes vous aussi, puisque cette interculturalité qui, bon an, mal an, se trouve finalement en chacun de vous, en chacun de nous, en chacun de vous qui nous regardez. Personne n'est exempt d'apport autre que ce qu'il pense être sa véritable source, comme des diamants. Les diamants ont plusieurs facettes et c'est ce qui fait leur beauté. Alors, il serait tellement triste d'avoir un diamant qui n'a qu'une seule facette. Personne n'en voudrait chez le bijoutier. Vous êtes donc tous beaux, tous belles. Et puis, chacun fait son cheminement pour les fonds privés. Donc, vous faites appel au fonds de ceux qui ont, comme ça, à la sueur de leur front pour pouvoir financer peut-être. Et juste une question, Les Tania. Entreprises. Juste une question, Tania. Oui, j'entends bien. Juste une question. Pourquoi est-ce que quand il y a ces investissements pour apporter de l'accompagnement aux femmes, les ateliers d'autonomisation, les AGR, comme pardonnez l'abréviation, les activités génératrices de revenus, tout ce qui est fait pour accompagner les femmes, notamment dans les pays, comme on dit, les pays émergents, pourquoi rien n'est fait dans le même temps pour que les hommes de ces communautés puissent être eux aussi accompagnés dans ce qu'ils ont à faire, au risque de créer un déséquilibre social, déstructurer l'équilibre des familles, qui crée de la frustration chez ces hommes et qui suscite de la violence. Et en tournant rond, on revient au point de départ. Mais je sais que vous reviendrez nous parler de cela, si vous voulez bien, juste pour qu'on puisse rendre l'enceinte. Ça existe. Moi, je suis dans l'entité ONU Femmes. Mais après, ça existe. Il y a des choses sur les réfugiés, il y a d'autres programmes. Moi, je suis dans l'entité ONU Femmes. C'est un choix que j'ai fait. Je ne peux pas être partout. J'aimerais. J'entends ce que vous nous dites. Merci à tous les trois pour ce que vous avez apporté. Très bonne continuation dans ce que vous faites. Qu'il vous soit donné de mettre aussi de l'eau, beaucoup d'eau dans votre vin. Merci à mes téléspectateurs pour votre fidélité à Lady vous écoute. Rien n'est donc figé. Il y a une voie, une issue. À très bientôt.